C'est la raison pour laquelle, effectivement, la situation est différente. Maintenant, elle est exacerbée. Et c'est vrai que c'est dû essentiellement au fait que c'est la crise. La crise est de plus en plus grande. Et aussi longtemps que la crise va durer, le racisme va s'exacerber. En tout cas, vous, Monsieur Idbi, vous n'aviez pas de problème à ce niveau-là, puisqu'il y avait près de 56 nationalités qui coexistaient, qui cohabitaient à la régie, la fameuse régie de Boulogne-Billancourt. Alors, est-ce que vous, à cette époque, vous arriviez quand même à communiquer plus ou moins avec toutes les nationalités, ou est-ce que vous avez senti des clans se former? Non, les Maghrébins, par exemple, non. ou les... Sincèrement, il y avait une ambiance fraternelle, et surtout comme Renaud a été réputé pour sa lutte syndicale. Il y a cette unité de fraternité, de combat qui nous lie. Et donc, on a appris à dire bonjour de toutes les langues, en sarakoulé, en chinois, en turc. Donc, il y a cet esprit de fraternité qui... Mais à l'extérieur, on a sincèrement, comme il dit notre ami, moi personnellement, j'ai senti le racisme, ça vient à partir des années 80 pratiquement. Et c'est là on a... C'est-à-dire avec les difficultés sociales grandissantes. Oui, il y a aussi les politiques, il y a le média qui a participé à ça. Et dès qu'il y a un problème, on trouve un bouc émissaire. Donc il a fallu que ces gens-là qu'on met devant, que c'est eux qui amènent ces problèmes-là, c'est eux qui dégénèrent cette crise, quoi, c'est ça. On avait coutume de dire à l'époque, quand l'usine de Billancourt c'est toute la France qui s'enrhume. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette oui, citation? C'est-à-dire, c'était l'économie des pays qui était basée sur l'automobile dès le début des années 70 et la florissance de la métallurgie automobile. Et donc, et les gens, il y a aussi cette exploitation aussi, il y a beaucoup de gens. Et je me rappelle, on a équipé l'entreprise dans les années 71-72 pendant un mois pour militer, pour avoir un salaire égal. C'est-à-dire qu'il y avait une différence entre les salaires des Français et des étrangers. Donc, et les gens ils se sont relevés contre ce système-là. Donc il y avait une occupation de l'entreprise pendant un mois à peu près, jusqu'à qu'ils ont acquis ce droit sur le salaire égal de tous les ouvriers. Est-ce que ça a créé des tensions justement avec les Français? Le fait que vous vouliez justement avoir les mêmes salaires qu'eux? Non, je ne crois pas. Ils connaissent la pénibilité du travail, ils connaissent les gens comment, s'ils gagnent, s'ils demandent cet argent parce qu'ils les méritent. Les conditions de travail, la cadence de la chaîne, etc. Donc les gens, ils méritent d'avoir ce salaire aussi. Et puis il faisait partie, je suppose, des membres des syndicats qui oui, oui, oui. La majorité des gens qui nous soutiennent aussi, qui nous ont beaucoup soutenus dans ce cadre. Il y a l'encadrement, comme il dit, l'encadrement du syndicat, c'était la plupart des Français. Il y a aussi des... Cette mémoire ouvrière ou de l'immigration en général, elle semble un petit peu oubliée. Peut-être que c'est voulu, mais on en parle très peu dans les écoles. Comment vous expliquez cela? Je pense parler des luttes ouvrières, parler des luttes qui ont amené plutôt une forte amélioration de la société, mais émanant surtout des syndicats, je crois que ce n'est pas à l'avantage du gouvernement, parce que ce serait donner aux jeunes élèves, aux jeunes étudiants, la possibilité et le sentiment en tout cas de savoir qu'en s'engageant dans cette même voie, ils pourraient faire bousculer les choses. Donc ce n'est pas dans l'avantage du gouvernement. Vous savez, à l'école, l'histoire que l'on enseigne à l'école, elle a forcément un but. Donc elle est orientée. Tout dépend de l'objectif que le gouvernement va atteindre. C'est par rapport à ça que les programmes, notamment d'histoire, sont élaborés. Ce n'est pas innocent. Est-ce que la France entretient un rapport culturel de domination peut-être assez ambigu par rapport à l'Afrique? Oui, ça c'est une évidence. Parce que pour dominer un pays ou pour dominer un peuple, il faut d'abord le dominer culturellement. Il faut l'aliéner plutôt. Il faut le programmer pour l'orienter dans un sens. Et la domination que la France exerce sur les pays à l'heure actuelle, en tout cas qui sont sous sa férule, sont des dominations purement culturelles. Si vous prenez les pays francophones, qui sont les plus aliénés,
Les anglophones sont un peu plus différents. Ça dépend aussi de l'histoire de la colonisation des deux pays. Les Anglais ont pratiqué ce qu'on appelle l'indirect rule, c'est l'administration indirecte. Les indigènes ou les pays autochtones, les autochtones en tout cas, dirigeaient leur pays eux-mêmes. S'ils étaient surveillés par les Anglais, mais ils dirigeaient eux-mêmes. Tandis que dans les pays francophones, c'est l'administration directe. C'est la France qui dictait tout, qui contrôlait tout. Donc c'est totalement différent. Et là, à ce moment-là, la France a réussi à mettre dans la tête des Africains que sans elle, ils ne pourront absolument rien faire. Et aujourd'hui encore, les Africains sont convaincus que sans la France, ils ne pourraient rien faire. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous leur demandez d'envisager des solutions pour sortir de la situation, ils vont vous répondre facilement qu'on ne peut pas si l'Europe ne nous aide pas. Donc ils vont effectivement tendre la main toujours à l'Europe. Et j'ai un ami journaliste zaïrois qui s'appelle Kanyama Mutombo, qui a une formule très très juste pour identifier, pour donner une description du comportement de nos chefs d'État. Il dit d'eux que ce sont des mendiants qui sont assis sur des richesses. Tout le monde connaît les richesses, les potentialités énormes que l'Afrique a. Tout le monde connaît les richesses minières, minières, agricoles, etc., humaines dont l'Afrique dispose, mais l'Afrique ne peut pas s'en sortir, simplement parce qu'elle est condamnée à penser que sans l'autre, tant que l'autre ne vient pas lui prendre la main, elle ne peut pas s'en sortir. Et c'est ça la véritable domination. Sinon, ce n'est pas politique, ce n'est pas économique, c'est tout simplement culturel. Et si l'Afrique veut un jour sortir de cette situation-là, il faut... Alors justement, est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce qu'il y a une solution, une amorce de solution? Il y a une solution à toute situation. Toute situation présente une solution, il faut seulement la chercher et l'accepter. Et il est évident que la solution, l'unique solution, c'est la rupture des liens culturels. C'est la rupture de la domination culturelle. Il faut que l'Afrique se désaliène. Il faut que l'Afrique prenne conscience, comme tous les autres peuples, que tout simplement, elle seule, elle peut se tirer de sa situation, la situation dans laquelle elle se trouve. Les pays asiatiques, vous les prenez, ils ont subi la colonisation pure et dure, comme l'Afrique, certains sur une période même beaucoup plus longue. Ils n'ont pas subi, c'est vrai, l'esclavage, mais ils ont subi la colonisation. Et d'une manière beaucoup plus dure et beaucoup plus violente parfois. Mais regardez-les maintenant. Eux, pourquoi ils s'en sortent? Parce qu'ils ne comptent sur personne. Ils comptent sur eux-mêmes. Ils ont confiance en eux. Ils savent que l'intelligence est la chose la mieux partagée au monde. Tout le monde est intelligent. Il suffit seulement de mettre ensemble la somme des volontés et la somme des intelligences complémentaires. Et tous les pays au monde peuvent se tirer de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Monsieur Edby, la culture passe également par la transmission de l'histoire, des parents notamment. Alors vous, pourquoi vous avez décidé de créer l'ATRIS, l'Association des travailleurs Renault-Île-Seguin? Oui, le but de la création de l'association, c'est la préservation de la mémoire et la retransmission de la mémoire à l'autre génération. Et c'est ça le but de la création de l'association. Et dans notre association, il y a un mélange. Il y a des hommes, des femmes, des cadres, des ouvriers. Il y a tout un mélange des gens qui font la force de cette association. Et parmi les combats que ATRIS, l'Association des anciens travailleurs Renault de l'île Seguin, amène, c'est d'avoir un lieu de mémoire à l'île Seguin. Donc avoir un lieu symbolique qui retrace toute l'histoire du monde ouvrier qui a fait la richesse de cette entreprise et qui a fait la richesse de la France. Et finalement, on a réussi à avoir 1000 mètres carrés à l'île Seguin. Et actuellement... Oui, c'est vrai, on va peut-être rappeler que plusieurs politiques souhaitaient faire là-bas un projet d'habitation. Il était même question de créer là-bas un musée. Oui. Mais finalement, vous avez réussi à obtenir, après diverses luttes, un petit espace pour mettre des photos, ou en tout cas pour pouvoir parler un petit peu de votre association. Donc, nous a été confirmé dernièrement, il y a 3 ou 4 mois, par le maire de Boulogne-Billancourt, qu'on a un espace de 1000 mètres carrés pour avoir un lieu de la mémoire. Mais on veut un lieu qu'il n'y aura pas un gant de sécurité, des chaussures de sécurité ou un casque, quelque chose qui préserve la mémoire ouvrière et l'histoire de ces gens-là qui ont fait cette force, de l'emblème de les anges qui est devenu international, quoi.